trouve qu'il va bien. Et je vous conseille mon stylo qui est prêt, j'ai mon exemplaire qui est prêt, donc c'est bientôt le temps d'avoir des montages du métier. Donc il y a un certain nombre d'exemplaires, les livres dont nous avons parlé sont pas tous, mais il y a des livres dans la librairie, mais au-delà des livres dont nous avons parlé, nous sommes dans une librairie avec une foultitude de bijoux. N'hésitez pas à interpeller nos hôtes du soir, que ce soit Pauline, Carole ou M. Labat, voilà, pour vous donner des conseils de littérature et autres, pas mal de littérature jeunesse notamment. Donc nous reprenons avec Terre Sainte. Terre Sainte. Comment dire? Comment vais-je... En fait, là, je suis en train de me dire comment vais-je faire pour rester mesuré. Hein? Je suis en train de me poser la question. Comment je fais pour rester mesuré dans mon appréciation de ce livre? Déjà, donc, on ne devrait pas dire l'âge de l'auteur, mais tu as 25 ans, c'est ça? Je suppose que ton texte, le temps qu'il s'y paraisse, tu l'as fini de l'écrire, tu as quoi, 23, 22? 23 ans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je l'ai marqué quelque part. La dernière fois que j'ai lu un auteur qui m'a... j'ai lu énormément d'auteurs qui m'ont impressionné, évidemment. Mais la dernière fois que j'ai lu un auteur aussi jeune qui m'a vraiment impressionné, je me rappelle, la lecture, c'était l'Hibiscus pourpre. Où à la fin de la lecture de l'Hibiscus pourpre, je me suis dit, punaise, elle avait 23 ans quand elle a écrit ça. Et j'ai eu la même réaction quand j'ai lu ça, en me disant, quand il a écrit ça, il avait 23 ans. Et je pense, mais vraiment, donc je préfère passer la pommade maintenant, après on va rentrer dans le dur, d'accord? Donc, je pense vraiment que Mohamed va avoir la pression pour son prochain livre, parce que celui-là, moi j'attendrai systématiquement la publication de la moindre de ces livres. C'est pas mon genre, je ne fais ça qu'avec Percival Everett, pour systématiquement les acheter. Mais vraiment, on a beaucoup de talent là-dedans. Voilà. Donc, Terre Sainte, de quoi ça parle? Parce qu'il faut revenir au livre quand même. On parle de la ville d'Alep. Il s'agit de la ville d'Alep, qui est une ville imaginaire. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Une ville qui est occupée depuis bientôt 4 ans, c'est bien ça, par des djihadistes. C'est la ville occupée par soit Boko Haram, ou voilà, il y a tout ça dont on fond. Et donc, on parle, c'est une province en fait qui est occupée, et donc parmi les villes de la province qui sont occupées, la province du Bandiani, il y a donc la ville d'Alep, où on nous met tout de suite dans une ville qui est totalement sclérosée par la peur de ce que les djihadistes ont apporté. Donc ils gouvernent la ville sous ce que eux ils voient comme étant la loi de la charia, très dur. Et le livre démarre par une exécution. Le livre démarre par un couple qu'on exécute, parce qu'on les a attrapés, on a considéré qu'ils étaient adultères. Donc le livre démarre hyper violemment par l'exécution de ces deux jeunes personnes devant leurs parents. Donc il y a la scène où on fait venir les parents, ils sont à genoux au milieu de la ville, on fait venir les parents. Les parents sont censés évidemment renier ces enfants qui sont adultères et qui ne méritent que la mort, évidemment. Donc, et on nous introduit tout de suite ce personnage de Karim, Abdelkarim, voilà, qui est le chef de cette zone-là, des djihadistes. Et donc, le livre s'introduit par une violence, une très grosse violence. Et donc, ensuite, on déroule. On voit cette ville qui est occupée, cette ville qui, depuis 4 ans, vit sous la houlette des djihadistes. Ensuite, on fait émerger des personnages, on fait émerger des lieux. Il y a un lieu, le vieux Badji, c'est ça, le vieux Badji, qui tient un lieu qui était un lieu de rencontre, qui était un pub, une espèce de bar. Et on voit donc ce personnage de vieux. Et petit à petit, en fait, on construit des personnages. Et on se rend compte que dans cette ville, qui est assiégée, qui vit sous cette loi du djihad extrémiste,
il y a un noyau de personnes qui à un moment se révoltent et décident de ne pas rester dans le silence. Je vais lire un extrait par rapport à ce silence-là, qui décident de ne pas rester dans le silence, et leur manière de se révolter, c'est qu'ils font un journal clandestin. Un journal clandestin où chacun décide de raconter la ville, de raconter ils veulent réveiller le peuple en faisant un journal clandestin. Donc ça c'est l'environnement qui est posé. C'est vrai qu'il va rajouter 2-3 trucs là-dessus. Oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Klaus. C'est un excellent roman qui parfois sort même du cadre du roman. Un autre point à souligner, il y a un échange de lettres entre les maires des deux exécutés du début du roman. Tout au long du roman. Superbe idée. Voilà. Superbe idée. Il y a des échanges entre les deux maires qui sont meurtris par la perte de leurs enfants. Et il y a des réflexions comme ça. C'est aujourd'hui, en fait, effectivement, à un moment donné, on sort du roman, pour rentrer peut-être même dans l'essai, dans la réflexion philosophique. Il y a de longues réflexions. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup. C'est le genre de roman que j'aime en fait. C'est-à-dire, on arrive à se distraire, mais à un moment donné, l'auteur nous fait poser de nombreuses questions. Et c'est ce que moi j'ai particulièrement apprécié dans ce roman. C'est-à-dire qu'on ne reste pas que dans l'histoire. À un moment donné, il y a de longs textes, il n'y a aucun dialogue, aucune description, c'est des réflexions. Les deux mères se posent des questions sur le peuple, sur l'unité du peuple, sur le silence par exemple. Voilà. C'est un roman que je dirais que j'ai adoré. Juste sur... Je vais rentrer par là sur le roman, parler du silence en lisant un petit extrait. Idrissa trouvait étrange de n'avoir jamais parlé de ce qui se passait avec sa mère. Mais que se serait-il dit qu'ils n'auraient tous les deux déjà su? Idrissa pensa qu'il était au fond inutile de parler, mais il savait que cette pensée était peut-être la plus grande victoire de la fraternité. Donc la fraternité, c'est le groupe de djihadistes qui occupe la ville. Arriver à faire croire aux gens que parler était inutile et qu'elles pouvaient parler à leur place, mieux exprimer leurs pensées dans son propre langage. Et en les dispensant de parler, elle les dispensait aussi de penser. Tout régime autoritaire grandit ainsi, parce qu'il réussit à faire de l'illusion de l'inutilité de la communication, de la paresse devant le langage, une vertu individuelle et collective. Ce n'est pas simplement d'une extinction de la parole et du langage qu'il s'agit. De façon plus insidieuse, la propagande parvient, et c'est autrement plus subtil, difficile, dangereux, à faire croire à ceux à qui elle s'adresse que cette extinction de leur voix est une heureuse nécessité. Ces derniers se taisent parce qu'ils ne jugent plus nécessaire de parler. Tant tout leur paraît évident et clair. Rien, bien sûr, n'est clair en réalité. Et l'idéologie sourde s'épaissit, s'épanouit dans l'illusoire limpidité des faits. Idrissa le savait, mais continuait à se taire. L'inutilité l'emportait, et avec elle, la fraternité. Donc, ma première question, avant que tu nous parles de Alep et de cette ville, en quoi elle est importante pour toi, c'est ce silence que tu imposes à la ville, cet équilibre entre la parole et le silence, parce que le père Badi, c'est un silencieux, mais c'est un silencieux puissant. Ce n'est pas le silence de la couardise. Alors que la ville, en fait, pour toi, le pouvoir s'obtient par le silence. Et je voudrais que tu nous en dises un peu plus, parce que c'est très présent dans ton livre, le silence. Merci beaucoup, Joss, d'abord de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi. Merci à vous d'être là. Et merci à la librairie et Galerie Congo de nous accueillir aujourd'hui. Oui, la question du silence et du langage est extrêmement importante parce que je crois que c'est d'abord là que les régimes totalitaires ou à tendance totalitaire gagnent d'abord. C'est sur la question de la parole et du langage. Je crois qu'il y a deux sortes de silence. Il y a les silences pensifs, intelligents, les silences qui cachent en réalité un grand bouillonnement intérieur. C'est par exemple celui du père Badji, le personnage du père Badji. Et puis il y a les silences qui sont complètement vides. Et ce sont ces silences-là que cherchent en réalité à développer les États comme ça qui usent d'une propagande, etc. Ce sont des silences vides, mais auxquels on donne l'apparence de la plénitude. C'est-à-dire des silences auxquels on donne peut-être l'apparence d'une
d'une parole, vous faire croire que le fait de vous taire ne vous nuit en rien, simplement parce qu'on arrive à parler pour vous. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire, à non seulement vider la parole des gens, mais également vider leur être tout entier. Je crois que c'est d'abord sur ça, sur la question du langage, c'est fondamental. Je crois que c'est le langage, d'abord, je le disais quelque part, je crois, c'est la première victime de toute forme de violence. Une violence, elle commence d'abord par soit la perte, soit la dégradation, en tout cas l'affaiblissement du langage. Et il y a, là je n'invente rien du tout, il y a un certain nombre de grands romanciers qui ont d'abord développé cette idée-là. Toutes les dystopies qui ont été écrites, et la plus célèbre peut-être d'entre elles, 1984 de George Orwell, a une réflexion très profonde sur ça. La novlangue, ce n'est rien d'autre que ça. C'est la langue qui est créée de toutes pièces, c'est la langue de l'appareil, la langue du système, qui ne cache, dont l'envers, enfin une langue très bruyante comme ça, de propagande, mais dont l'envers est un silence extrêmement vide et un silence inquiétant. Donc voilà la réflexion que j'ai essayé un tout petit peu d'explorer à travers cette dualité-là, silence et langage. Le flot de mots qui ne dit rien en fait. C'est ça, c'est le... Voilà, c'est le bourdonnement comme ça, une espèce de bavardage inutile. C'est même pas un bavardage, hein, c'est un silence auquel on donne l'apparence, voilà, d'une liberté absolue, d'une possibilité ouverte, etc. Alors qu'au fond, ce n'est que du silence, donc tout ce qu'il peut avoir de plus vide, de plus insignifiant. C'est ça, c'est l'insignifiance. C'est tout à fait ça. Et je crois que c'est sur ça, cette insignifiance-là du langage, ou même du silence, qu'on réussit à prospérer un certain nombre de dictatures. Avant de donner la main à Cédric pour une question, sur la novlangue, vous avez vu une interview dernièrement de Alain Mabankou, il en a eu beaucoup, mais dernièrement où il a utilisé des gros mots logiques qu'on utilisait au Congo, vous savez, voilà. Vous vous rappelez son interview, c'est ces années 80 où on utilisait beaucoup de mots, on allait piquer dans le dictionnaire pour pas dire grand-chose. C'est exactement ça aussi. C'est beaucoup de bruit, mais en fait, il n'y avait aucune substance derrière. Et ce qu'il dit me fait le lien avec, parenthèse, avec Alain Mabankou, à qui on souhaite bien sûr le bon cours. Je pense que malheureusement, il est sorti de la liste. Il est sorti. Ah, aujourd'hui, j'ai pas vu ça. Le prochain, Cédric. Moi j'ai une question parce qu'il y avait beaucoup de thèmes intéressants abordés dans le roman. Moi je voudrais parler du personnage d'Abdel Karim, qui est le responsable de la police, la milice religieuse. Il y a une opposition entre deux types de fanatiques dans le roman. Tu parles effectivement de ce qu'on pourrait appeler des moutons qui ne comprennent pas les textes mais qui suivent parce qu'effectivement il y en a qui cherchent à appartenir à un groupe. C'est vraiment d'actualité aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et d'autres fanatiques qui sont plutôt des érudits. Abdel Karim est quelqu'un qui a étudié les textes, qui prie, qui même parfois en désaccord avec son groupe, qui se laisse parfois aller à la luxure. Ce qui m'a troublé en fait, c'est que ce personnage présenté comme quelqu'un d'assez intelligent, d'assez proche des textes, n'arrive pas en fait à déceler dans le message, dans le Coran, le message d'amour et de miséricorde. En gros, c'est quelqu'un qui voilà, il ne pense pas à pardonner tout de suite, il faut punir radicalement. Comment expliquer en fait que des gens, qu'un personnage aussi érudit en fait, ne capte pas ce message dans les textes sacrés? Alors, je pense que c'est là tout l'enjeu de la réflexion que j'essaie de mener à travers ce personnage-là. C'est comment est-ce qu'on arrive à basculer tout d'un coup. Ce personnage-là, il est quand même celui qui, après avoir, dans un moment un peu de recueillement, comme ça, un peu de grâce ou d'extase, il lit la sourate Al-Kafirun dans le Coran. C'est la sourate un peu qui est souvent tenue, peut-être à tort, mais pour étant la sourate de l'ouverture, de la tolérance, parce que c'est celle qui se termine par ce verset-là. Je crois en ce que vous croyez, enfin, vous avez votre croyance, et j'ai la mienne. Et il lit ça, il s'en imprègne, etc. Et après, immédiatement après, il va faire une espèce de chasse aux sorcières pour tuer. C'est quand même une façon de dire que le moment où on bascule, c'est-à-dire le moment où on passe vraiment de la compréhension du texte à son travestissement, est un moment peut-être voilà, assez mince, une ligne assez mince. Et je crois que la différence, c'est simplement la conscience de la présence de l'autre. Je crois que ce personnage d'Abdel Karim là, ce qui fait peut-être
c'est une interprétation possible. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à saisir ce message-là, c'est que c'est un personnage profondément seul. Pas simplement solitaire, mais seul, qui n'arrive pas à voir le monde et la diversité du monde qui tourne autour de lui. Et ça, je pense que c'est comme ça. Quand on est dans l'aridité du seul texte et qu'on ne voit pas l'humidité de la vie, évidemment, on en arrive à perdre le sens du texte parce qu'on est justement dans la seule lecture et pas dans l'application, mais pas dans son épreuve. Voilà, l'épreuve, le mot d'épreuve, on n'éprouve pas le texte devant la vie ou dans la vie concrète. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'il n'arrive pas à saisir l'essence d'amour du texte religieux. Dans ce cas, et donc dans ce cas, le personnage d'Ismaïla, alors, parce que lui, c'est très actuel. Hein, vous savez, le petit jeune qui a 15 ans, qui vit à la Courneuve et qui du jour au lendemain décide d'aller en Turquie pour faire du djihad. On se dit, c'est l'actualité, on se dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et là, on a un personnage comme ça, où il y a une notion de trahison par rapport au père, qui rejoint beaucoup, on en parlait tout de suite, le monde s'effondre avec le fils de concours. Et ce personnage qui, lui, justement, se radicalise sans l'aide de personne, quelque part. J'aimerais que tu me parles de ce personnage, parce que ça aussi, c'est une trouvaille que j'ai trouvé très forte. Alors, le personnage d'Ismaïla est peut-être l'expression du vide, tout simplement, c'est-à-dire du vide à un certain âge, qui est précisément l'âge de l'adolescence. Je crois que l'adolescence est dans la littérature africaine en particulier, peut-être un âge auquel on ne prête pas assez attention. On croit souvent que c'est une construction occidentale, étant donné que l'adolescence est, selon le mythe, peut-être pas si mythique que ça finalement, l'âge de la découverte de soi, des grands bouleversements intérieurs, etc. Alors je pense que c'est tout à fait vrai, que c'est un âge où il y a un immense vide qui se crée, et c'est un vide paradoxal parce que c'est l'âge où on découvre à peu près, et de façon libre et autonome, le monde autour de nous. Donc je crois qu'il y a d'abord cette tension entre la plénitude, l'extrême diversité des informations et des choses qu'on découvre, et puis le vide qui se crée parce qu'on n'arrive pas à canaliser toutes ces informations qu'on reçoit. Je pense que le personnage d'Ismaïla est précisément, c'est ça, c'est ce vide-là qui ne demande qu'à être comblé. Et malheureusement, il est dans une famille qui n'est pas, ils n'ont pas démissionné, mais simplement ils n'ont peut-être pas, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents, et il y a un langage qui est absent, tout simplement. Il n'y a rien, on lui inculque peut-être, et il arrive à trouver dans le Coran et puis dans certains discours quelque chose de dur, qui arrive peut-être à remplir ce vide intérieur qu'il porte en lui. Et il faut peut-être se demander à cet âge-là quel langage, comment parler à un adolescent pour éviter qu'il ne succombe à la séduction d'un certain nombre de discours qui se créent, et dont justement un discours séducteur qui est la grande force de l'islam radical. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord, l'islam radical est d'abord aujourd'hui en tout cas une grande opération de séduction, de communication, et sans contre-langue, on va dire, sans contre-langage, ce langage-là de la séduction, de faire sentir à l'individu un peu isolé qu'il est important, qu'il peut accomplir des choses par lui-même, qu'il peut s'épanouir. Sans un contre-langage à cela, évidemment, il y a le risque de sombrer. Et je crois que c'est un peu ce qui arrive à ce personnage. Très dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, on devrait le prendre comme conseiller d'Hollande. J'accepte de faire comme Sarkozy si on me paye 10 000 € par conférence. Il a 100 000, ça. C'est pas cher. Un autre aspect, avant de laisser Cédric prendre la main, un autre aspect, donc j'avais parlé du silence et de la force du silence, et ce qui est aussi important, et ton background, tu as fait plutôt de la littérature ou des maths? J'ai fait de la littérature. Plutôt de la littérature. Pourquoi je pose cette question-là? J'ai trouvé que ce livre avait un équilibre très mathématique.
C'est très équilibré comme ligne. Les positions, la manière dont c'est structuré, c'est droit, c'est carré, voilà. Et c'est très équilibré, notamment dans les différentes postures qu'on trouve dans les différents discours. Les échanges entre personnages, en fait, on est rarement dans le manichéisme, c'est jamais c'est bien et l'autre c'est pas bien, c'est toujours un équilibre de posture. Je vais vous donner deux exemples. Désolé, ce soir je me fais plaisir, hein, j'ai lu beaucoup. Je vais vous donner deux exemples d'un dialogue entre ces personnages-là qui sont dans leur sous-sol clandestin, qui veulent écrire leur journal, et donc évidemment qui ont un certain nombre de questionnements sur la réception de leur journal par le peuple, puisque c'est quand même destiné à faire se révolter le peuple. Et donc il y a un des personnages d'Étier qui dit « Il faut vous convaincre d'une chose, notre seul allié c'est le peuple. Sans lui, aucun espoir n'est permis. Lui seul peut renverser cette barbarie. Ce n'est pas nous qui le ferons. Ce journal peut, au mieux, redonner de l'espoir. Je crois en ce peuple. Malgré tout ce qu'il a fait, de toute manière, je n'ai pas le choix. Le peuple est dangereux et imprévisible. C'est possible. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est cette imprévisibilité qui déroute et qui en fait une arme que l'on ne peut jamais tout à fait maîtriser. Un jour, il se révoltera. Et ce jour-là, vous le remercierez. On le frappe, il supporte, mais de cette souffrance endurée dans le silence, il apprend et il grandit. La seule prétention qu'il n'est pas permis d'avoir, c'est de vouloir être plus grand qu'un peuple. Ne tombez pas dans ce travers, ne méprisez jamais ce qui est, et sera toujours plus grand que vous, que nous tous. Là, on est dans, voilà, c'est du Mandela, c'est du Che Guevara, on se dit, ah, chouette. Puis, il y a la réponse, puisque ça discute. Donc, la réponse donc, de Madigan, qui est un des protagonistes, qui en gros, on lui reproche à elle de parler comme un aristocrate, qu'il n'est pas assez proche du peuple. Si je parle comme une aristocrate, toi, Détier, tu parles comme un dangereux idéologue, qui fait du peuple une entité supérieure, quasi mystique, répliqua Madigan. Tu parles comme un homme politique, comme un héros, comme un menteur. Tous ceux qui, comme toi, disent aussi facilement « peuple », qui chargent ce mot d'espoir, d'idées, de cris et de sang, tous ceux comme toi qui disent « peuple » en ne voyant pas des gens, des destinées singulières, des souffrances, mais une unique masse, un visage unique, un sujet de pensée me font peur. Et c'est ça l'équilibre dont je parlais. Dans chacune des choses qui est dite dans ce livre, il y a, en fait, c'est, vous savez, la rédaction qu'on apprenait au collège, thèse, antithèse. Et c'est sur l'équilibre. Je veux juste que tu nous parles de cet équilibre-là que tu as réussi à trouver sur les positions de chacun. D'abord, je voudrais dire que je crois que en lisant et en relisant ce livre, on peut facilement voir quelles sont peut-être mes influences, ou on peut déceler le réseau intertextuel qui traverse ce livre-là. Parce qu'évidemment, je n'ai pas la prétention d'être profondément original, hein, je ne sais pas ce que je dis, mais j'ai lu, et ce que je lis retransparaît parfois dans ce livre. Par exemple, là, dans cette scène-là de long dialogue, je peux faire penser au Juste de Camus, par exemple. C'est un ensemble comme ça, des dialogues où chacun semble avoir raison. Et c'est justement ça le drame. Il y a une grande phrase que j'ai failli d'ailleurs mettre en épigramme de ce livre, c'est une phrase de Renoir, il me semble, qui disait que ce qu'il y a de terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Je pense que l'équilibre, d'abord, il vient peut-être de là, c'est le fait de prêter attention au discours de chacun dans une situation extrême. Parce qu'évidemment, on ne ressent pas les choses de la même manière, même dans la vie quotidienne, banale, personne ne ressent les choses de la même manière, mais il faut peut-être arriver à rendre compte de cela dans un roman, et qui plus est dans un roman qui parle d'un sujet qui est si urgent, si sensible, et sur lequel il est très facile d'avoir une opinion commune, où on se retrouve souvent sur les mêmes opinions en disant etc., etc. Enfin, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, etc. Je trouvais qu'il était intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans un personnage ou dans un ensemble de personnages, ce sont les différentes nuances, comme dans les couleurs, très très fines. Le moment où on passe d'une couleur à une autre, qu'est-ce qui différencie une couleur à une autre, un bleu pâle d'un bleu turquoise par exemple, ce sont de fines nuances auxquelles j'avais envie de prêter une attention particulière.
l'équilibre, il vient d'abord de là, de cette volonté de ne pas peser sur les personnages, de ne pas leur imposer, ne pas leur jeter une lumière comme ça, comme si j'étais un démiurge, mais d'essayer de les laisser se développer tout seuls, avoir leurs propres idées, avoir leur propre discours, et puis essayer de rendre ça avec le plus de, comment dire, de justesse et de justice possible. L'équilibre vient d'abord de là, je crois. Je voudrais rajouter qu'on note aussi cet équilibre dans l'échange en fait entre les deux mères, c'est-à-dire les positions sont totalement différentes. Il y en a une qui veut se battre, lutter contre l'occupation des djihadistes, et une autre qui est plus ou moins résignée. En revanche, sur ces longs discours, est-ce que en fait cet équilibre ou cette neutralité est une façon pour toi de ne pas prendre position? Parce qu'effectivement, les avis parfois sont contradictoires. Où est-ce qu'on doit placer M. Sarr? L'idéal serait que M. Sarr ne soit pas présent dans le livre. L'idéal serait que mon avis personnel, qui vaut celui de tout un chacun, n'est pas très intéressant. Il est tout à fait banal et insignifiant, au fond. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout ce que les personnages pensent et le champ des possibles de penser, c'est ce qui est intéressant. Je pense que le problème, peut-être le défi, c'était de ne pas faire un roman à thèse. Parce qu'il est très facile, sur ce type de sujet-là, d'asséner des théories, et voilà ce que je pense, etc. Qu'un essai dépasse la fiction. Voilà, que l'essai prenne le pas sur la fiction. Il y a peut-être une part d'essai dans ce roman, mais ce n'était pas vraiment dans le sens où asséner des théories, etc. Je me suis méfié beaucoup de ça parce que je trouve que les romans à thèse ont souvent cette tare de n'être pas extrêmement ouvert, d'avoir pas un horizon extrêmement ouvert. Voilà. Et donc l'opinion, c'est évidemment au lecteur de la voir, de choisir, il faut qu'il choisisse, le mettre devant les diverses situations possibles et puis le laisser choisir. C'était ça peut-être le plus intéressant. Donc sur les chances dont on vous parle tout à l'heure, donc les mères des deux condamnés qui échangent, et via cette correspondance, en fait, on arrive à savoir, on a beaucoup d'informations en fait qui passent via la correspondance. Et c'est ça aussi qui est une très belle trouvaille, je trouve. J'ai vu ton intervention chez Gisbert, je pense qu'il n'a pas lu le roman, surtout quand il dit que le roman n'est pas optimiste. Et parce que, on ne va pas dire que, évidemment, comment le roman se termine, c'est très hollywoodien, mais oui, ça mériterait une belle fin de film. Hein. Je ne sais pas si c'est très flatteur. Non, c'est flatteur hollywoodien parce que c'est la grande fresque à la fin qui est vraiment la fin qu'il fallait. Je pense que c'est ça. Je ne vais pas spoiler. Je voulais savoir, justement, toi, en tant qu'auteur, quand tu mets des personnages, tu écris cette histoire qui est très dure, est-ce que, quelque part, tu veux laisser une porte ouverte à l'optimisme, ou est-ce que c'est moi, en tant que lecteur, qui vois de l'optimisme et un autre verra autre chose? Oui, je pense que les autres voient souvent autre chose. Je pense que tu es l'un des rares à voir que c'est une fin qui n'est pas si noire qu'on veut le faire croire. Moi, je serais plutôt de ton côté, en tant que lecteur de moi-même, ce qui est extrêmement prétentieux. Je pense qu'elle n'est pas, en tout cas, si pessimiste qu'on le dit. Je ne cherchais pas forcément, bien sûr, à faire un happy end, comme on dit, ou une fin tout à fait loin. Et jusqu'à la fin, oui, j'essaie de garder peut-être cette nuance-là, cette espèce de tension, toujours entre deux pôles, en laissant au lecteur la lourde responsabilité. C'est très commode pour l'auteur de laisser au lecteur se démerder. Donc, Cédric, Je vais juste rajouter, pour ceux qui ont suivi Timbuktu de Abderrahmane Sissoko, c'est
plus ou moins la même histoire. Hein, il a plagié. C'est plus ou moins la même histoire, mais le côté, je trouve que la lenteur de Timbuktu qui m'agace prodigieusement, je la ressens pas en lisant là l'espèce de... Et pourtant on a ça dans la lecture, mais elle me pèse moins, alors que Timbuktu, c'est ça. Enfin, moi j'ai trouvé une espèce de lenteur là. Ce qui est bien avec un livre en général, de toute façon, c'est que ça laisse le champ ouvert à l'imagination. En fait, on n'est pas avec Terre Sainte, on voyage, quoi. On se fait nos odeurs, on se fait nos images. C'est moi ce que je trouve avantageux vis-à-vis du cinéma. Juste pour, après, s'il y a des questions, juste une petite chose sur l'écriture, sur ton écriture. Tu as dit que tu as un background plutôt littéraire. J'ai trouvé, en fait, que je rapproche beaucoup cette écriture de celle de Alioune Fantouré. Très classique, très maîtrisée, avec le bon mot là où il faut, avec un certain rythme. Et alors qu'aujourd'hui, on a été un peu dans les années 80 dans une espèce de libération de l'écriture, où on y met un peu plus de coloration, un peu plus d'Afrique, un peu plus de choses. Et toi, tu es sur une écriture qui est très classique, où on a l'impression que tu as fait du grec et du latin, comme il faut. Parle-nous de cette écriture. J'ai fait du grec et du latin, et la vérité, c'est que je trouve beaucoup plus subversif aujourd'hui, et même beaucoup plus difficile, pour tout dire, d'essayer d'écrire comme ça, de façon classique. Je ne dis pas que c'est une référence, mais j'essaie de tendre en tout cas vers une écriture qui soit sobre et élégante à la fois. Les explosions permanentes, les déconstructions, les anacolutes, etc., ce n'est pas fait pour moi, en tout cas pas à ce stade de mon expérience. Je crois que la grande différence, c'est que dans les années 60, etc., avec Alioune Fantouré, etc., c'est comme ça qu'il fallait écrire. Aujourd'hui, ce n'est pas ainsi qu'il faut écrire. Donc, je pense que le pari le plus dangereux pour un écrivain, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Ça n'engage que moi. Évidemment, je peux en discuter des heures avec... voilà. Mais ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, c'est d'aller vers ça. Je crois que si j'essayais, j'arriverais peut-être à écrire de façon extrêmement... fleurie, très, voilà, avec beaucoup de choses qui sont cassées, une poétique, une espèce de chaos comme ça, érigé en poétique, voilà. Mais ce n'est pas... Ah si, je crois que vous entendrez bien. Oui, ce n'est pas... Il me semble. Hein. Ce n'est pas fait pour moi. Je crois que, voilà, il faut... Le risque aujourd'hui, paradoxalement, c'est d'essayer d'écrire de la façon la plus calme possible. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, sur un terme de violence, de chaos, etc., le risque, enfin, pas le risque, comment dire, je pense que ce que la littérature devrait peut-être faire, je ne donne pas de conseils, mais c'est mon avis une fois de plus, je crois que les situations les plus violentes doivent être rendues avec, au contraire, des écritures les plus sobres qui soient, les plus sobres, les plus calmes, les plus élégantes, tout ce qu'on veut. On essaie de faire quelque chose comme ça, d'opposer une forme de beauté et de sérénité interne à la langue pour faire face à ça. Évidemment, il y a eu dans les années 80, tu le rappelais, Sonny Laboutansi, des gens comme ça, dont l'écriture, voilà, était violente, qui était au cœur même de la violence et qui se nourrissaient de cette violence-là pour donner des choses sublimes. C'est vrai, il y a des gens qui ont excellé dans ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens essaient de faire ça, de donner dans une forme d'oralité qui n'est pas du tout travaillée. Or, l'oralité en écriture, je crois, est la chose la plus stylisée qui soit. Et voilà, il manque peut-être de ça, et voilà, moi j'ai fait ce choix-là. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, je ne me vois pas écrire autrement. Justement, le calme dans l'écriture pour exprimer la violence. Hibiscus pourpre, je l'ai dit. Et je prédis, en plus de ça, j'avais été épaté à l'époque par Chimamanda Ngozi Adichie, qui est très sur ses prises de position, notamment dans ses positions de TEDx. Vous allez sur Internet, vous écoutez les interventions de Mohamed Bougarsar, c'est aussi éloquent et aussi intelligent. Donc n'hésitez pas. Dans la salle, y a-t-il des lecteurs, des déjà lecteurs, où vous allez tous découvrir, plonger sur ce livre, qui aimeraient poser 2 ou 3 questions, parce que sinon moi je pourrais passer la nuit. Y aurait-il des mains, des gens qui voudraient
Oui, juste là, il y a un micro qui est juste là. S'il est assez lent pour passer par là-bas, ça m'entendra mieux. Bonsoir. Alors, j'ai pas encore lu votre livre, mais j'ai vraiment envie de le lire. Je suis très intéressée. Néanmoins, j'ai une question par rapport au fait que vous dites, en gros, ce qui vous intéressait, c'était les nuances, et que vous n'avez pas forcément envie de prendre position. Et ma question est la suivante. En tant qu'artiste, écrivain, intellectuel, ne faudrait-il pas prendre position, et qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop dans des nuances de gris, qui fait que, effectivement, le vide dont vous parlez, concernant notamment ce jeune, excusez-moi, je suis un peu timide dans le livre, font qu'ils vont, du coup, vers des réponses toutes faites pour combler ce vide-là. Et peut-être nous manque-t-il aujourd'hui, justement, des gens éclairés qui aussi apportent une réponse face à ce chaos-là. Merci. C'est évidemment une question sur la responsabilité de l'écrivain. L'engagement de l'écrivain. Ce n'est pas une nouvelle question, elle est là depuis extrêmement longtemps. Je dois dire pour ma part que d'abord enlever une ambiguïté, lever une ambiguïté. Je ne suis pas ce qu'on a appelé en écrivant désengagé ou dégagé, tout ce qu'on veut. J'ai une responsabilité, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il soit possible aujourd'hui de se prendre pour un parnassien. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la responsabilité, pour ma part, elle est d'abord dans la phrase. C'est la première responsabilité. Je suis d'abord responsable de la phrase, de l'équilibre de la phrase, et de ce que j'ai envie de dire, ou peut-être de véhiculer comme émotion. Et l'ensemble du livre, je crois, est une réponse qui est apporté à cette violence-là, ou à ce problème-là. Alors, quel est le sens de cette réponse-là? Évidemment, je compte sur le lecteur pour trouver cette réponse. Parce que si j'avais voulu prendre parti, etc., il y a des genres qui étaient plus appropriés. J'aurais pu prendre un essai, etc. Mais je pense que le roman, comme disait Barthes, c'est d'abord l'art de la nuance, de savoir intéresser le lecteur, ouvrir son horizon à beaucoup d'autres choses auxquelles il n'avait pas pensé, auxquelles il n'a par nature, par inclination naturelle, il ne va pas. Lui d'abord exposer tout ça, mais en creux, avoir peut-être, et c'est le défi, si je ne suis pas arrivé, c'est que j'ai échoué dans ce roman, peut-être, en creux, avoir un discours qui soit à la fois intelligent et cohérent dans un roman, ce qui n'est pas facile, pour pouvoir apporter cette réponse-là. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'immédiatement me lever dans ce roman et aller dire « je suis contre le djihadisme ». Parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais d'arriver à être peut-être un peu plus subtil. Voilà, c'est ce qui me semble le plus intéressant, littérairement, en tout cas. C'est le plus intéressant. Et j'espère que des lecteurs arriveront peut-être à voir quelle est la réponse que j'essaie d'apporter au problème de la violence, de l'intégrisme religieux. Nous avons eu une rencontre ici, justement, où on parlait de l'essai et du roman. Et je pense que c'était Jean-Louis Schifano, justement, qui était là, qui intervenu. Je pense que le roman essaie de prendre des gens pour des gens intelligents. Et peut-être un peu moins l'essai. Mais sur l'engagement des artistes, je vous invite à aller sur YouTube et à chercher une intervention de Sami Tchak, le grand frère qui est derrière, qui est intervenu en 2013 sur l'engagement des artistes. C'est une vidéo qui dure 1 heure, elle est excellente, elle est exceptionnelle. Allez le lire, ou alors cherchez, il doit être là, La couleur de l'écrivain. Et vous allez lire des choses sur l'engagement des artistes, et peut-être qu'après la lecture ou après l'avoir écouté, vous ne demanderez plus aux artistes de s'engager. Peut-être. Il y avait une autre question de l'autre côté. James, oui, peut-être. Oui, le micro est un peu court, donc il faudra pousser sur la porte. Oui, je vais pousser. Mais juste, je n'ai pas encore lu le roman, mais juste pour savoir, est-ce que tu peux nous donner encore plus d'éclairage sur la notion de silence qui traverse tout le roman? C'est-à-dire, tu positionnes le silence à quel niveau? Est-ce que la notion de spiritualité intervient? Est-ce que c'est un silence complice? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Merci. Merci. Je crois que la notion de silence, dans ce roman en tout cas, est indissociable d'une autre notion qui est celle de peur. C'est-à-dire que du silence comme de la peur, il faut faire quelque chose. Il faut remplir le silence, refuser qu'il soit vide de toutes les manières, et remplir la peur.
C'est-à-dire faire du silence peut-être un moteur. Essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui conduise à l'action. Il y a un personnage qui est celui du père Badji qui clairement se nourrit de ce silence-là. Toute la question, oui, si vous voulez, c'est de savoir quel est le sens du silence. Est-ce que c'est le silence de la lâcheté? Est-ce que c'est le silence de l'intelligence? Ou est-ce que c'est le silence de la bêtise aussi? Parce qu'il y a des silences très bêtes qui ont l'apparence de l'intelligence alors qu'à l'intérieur, on ne pense rien. L'essentiel, c'est d'essayer de remplir ce silence-là, de faire en sorte qu'il ne soit pas... Voilà, de voir quel sens on lui donne dans une situation pareille. Et c'est aussi peut-être une occasion pour ne pas porter de jugement. C'est-à-dire que souvent, il peut y avoir des situations où l'on se tait et immédiatement on est taxé de lâche. Il y a cette question de la lâcheté qui est également derrière. Est-ce que c'est parce qu'on se tait, qu'on n'a pas une opinion, qu'on n'a pas quelque chose à dire ou à penser d'une situation? Voilà, le silence, c'est un grand terme, hein, mais il peut avoir plusieurs sens, plusieurs réflexions qu'on peut lui faire à son propos. Donc voilà, c'est ça un peu que j'ai essayé de mettre en place ici. Oui, peut-être de ce côté. Oui, bonjour. Toujours sur cette notion de silence, pensez-vous que ce silence soit imputable uniquement au djihadisme ou peut-il être transposé à d'autres sociétés? Je n'ai pas lu le livre, mais c'est en ce lieu. Avez-vous créé une ouverture dans ce sens? C'est-à-dire prendre le silence du djihadisme extrémiste et par exemple le mettre sur le système social du pays d'à côté ou de l'autre côté de la mer. Est-ce que vous avez ouvert dans ce sens? Juste avant que tu répondes, tous ceux qui disent « je n'ai pas encore lu le livre », il est là. Parenthèse. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Il n'y a pas eu de, comment dire, de prise, en tout cas sur une réalité précise, justement. Je n'ai pas essayé de m'inspirer de quelque chose. Évidemment, l'espace dans lequel se déroule le roman est un espace qui peut se renvoyer à divers autres espaces et à ce qui s'y passe, etc. Mais il suffit, je crois, de voir toutes les sociétés, il y en a beaucoup malheureusement depuis des siècles, qui ont été sous le joug d'une répression politique ou religieuse, etc. La question de la parole est extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle, après ces dictatures, etc., il y a une espèce de reconstruction, d'abord par la parole, une espèce en tout cas de recherche d'une parole qui soit à nouveau audible. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de recherches, par exemple sur le Rwanda, où on essaie de faire parler le témoignage, etc. Ça vient peut-être du fait que le silence a joué un très grand rôle, a été central. Le silence, qu'il soit contraint, qu'il soit volontaire, etc. On essaie de lui donner un sens. Et oui, évidemment, il m'a suffi peut-être de voir un peu tout ce qui s'est passé, le nazisme, le stalinisme, etc., jusqu'au Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé au Nord Mali, par exemple, pour voir que voilà, il y a une réflexion sur le silence peut-être à mener. Je voudrais faire une petite ouverture et tu vas me conduire là-dessus, et donc vous faire intervenir un peu plus parce que je vous trouve absolument silencieux. Donc ce soir, on a chroniqué les grands prix de littérature d'Afrique noire. Qui dit décerner un grand prix dit aussi choisir, classer et dire celui-là c'est le premier, c'est le meilleur de tous les autres. Et la réflexion générale, surtout vu le fait qu'ils sont tellement rares à trouver et que donc ils sont absolument pas, on a l'impression que, en tout cas sur cette Afrique subsaharienne, cette compétitivité qui vise à, cet esprit de compétition qui vise à classer, à décréter que celui-là c'est le meilleur et c'est pas le même, et pas les autres, il est meilleur que tous les autres, on a un peu de mal avec cette notion-là. J'aimerais que tu interviennent avec voilà, ceux qui sont venus là. J'ai l'impression qu'on a un peu de mal de faire comme à la mode américaine où ils ont un concours pour tout. Hein, on est coiffeur et un concours, on est sculpteur et un concours, et que au niveau de nos cultures d'Afrique subsaharienne, je parle de ce que je connais à peu près, on a un peu de mal avec la notion de compétition. Ah oui, ça c'est parce qu'on est tous frères. Les Africains qui ont tous mon frère, évidemment. Disons qu'on a, c'est peut-être là, dans certaines sociétés, un certain nombre de sociétés, il y a une très grande, peut-être modestie. Je pense que c'est vraiment un problème, d'abord, social, hein, dans la première cellule familiale,
où il y a certes une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie qui n'est peut-être pas marquée par un certain nombre un degré justement dans l'accord, enfin dans les choses qu'on attribue comme pouvoir ou comme pour récompenser. Par exemple, on essaie toujours d'égaliser pour faire en sorte que chacun ne se sente pas lésé. C'est peut-être un modèle familial, holiste, qui veut que le groupe prime d'abord sur l'individu, puisque primer un individu, c'est d'abord de sortir d'un lot. C'est un choix de société. Après, je ne sais pas si pour les prix, ce serait la meilleure des choses. Évidemment, pour un prix, il faut sortir quelqu'un du lot. Et il y a après tout le discours de l'après à assumer. C'est-à-dire qu'après un prix, évidemment, il y a toujours peut-être des notions comme la jalousie, des notions comme le fait d'immédiatement voir celui qui a eu le prix ou celui-là comme quelqu'un de prétentieux. On scrute son discours, on voit comment il agit par la suite, on voit ce qu'il dit. Voilà, tout ça est scruté pour un discours post-discours dans lequel on essaie justement de juger l'individu. Je pense qu'il faudrait peut-être arriver à détacher, mais c'est de plus en plus difficile, à détacher les œuvres, faire savoir qu'on prime d'abord des œuvres, un livre, une sculpture, etc., un talent, avant de faire répercuter ce jugement-là sur la personne, sur sa moralité, sur son comportement, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile aujourd'hui, en tout cas dans certaines sociétés africaines, dans la mesure où l'œuvre et l'homme sont intrinsèquement liés. Si vous voulez, là, c'est Sainte-Beuve qui a raison. L'œuvre et l'homme sont liés, c'est la même chose. Et pour trouver la moralité de l'homme, il suffit de voir son œuvre, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme Proust lui l'a dit. Mais au-delà de l'aspect littérature, on a essayé de regarder les pays d'Afrique noirs qui ont un grand prix, simplement. Au Sénégal, qui a une littérature extraordinaire, je n'ai pas vu de grand prix littéraire sénégalais ou congolais, sauf si je me trompe. En Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que la compétition, que ce soit en littérature ou dans d'autres aspects, vous sentez-vous libre évidemment d'intervenir, il y a un problème avec le fait de classer et de dire, et de la personne qui est primée, tu l'as dit, parce que cette pudeur-là, et de la personne qui vont... Est-ce que c'est pas un vrai souci, nous, dans nos... Est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, un frein à l'excellence, en fait? Oui, de l'autre côté? En fait, c'était pour revenir sur le roman. Allez-y, j'espère en sortir un tout petit peu pour quelques minutes encore, mais... C'était pour revenir sur le... Bon, j'ai 3 questions. La première, c'est sur le titre, le calembour, voilà, entre la confusion que les djihadistes font entre sainteté et ceinture. Donc, comment en êtes-vous venu à choisir ce titre-là pour votre roman? Et aussi, une fois, vous aviez dit que le personnage de Javert dans Les Misérables vous a beaucoup inspiré dans l'écriture du personnage de Abdelkarim. Personnellement, je ne vois pas tellement comment vous avez fait pour lier ces deux personnages. Donc sur Javert, je crois que c'est l'un des, je ne vais pas dire méchants pour ne pas caricaturer, mais c'est l'un des opposants au personnage principal les plus charismatiques, Javert. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a une espèce de conviction inébranlable en une seule idée. C'est d'abord, ce sont des personnages assez monolithiques qui croient en une idée et qui vont jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour cette idée-là. Et j'ai essayé de reproduire peut-être ce modèle-là pour le personnage d'Abdelkarim. Et puis c'est un personnage qui est attachant par endroits. Attachant justement parce qu'il a cette foi-là, parce qu'il veut, sous l'apparence justement du roc, il y a quelques fissures parfois. Dans le livre, j'ai essayé de mettre ça également dans ce personnage-là. C'est ce qui m'a intéressé, c'est de ne pas justement peindre des méchants pour le coup classique. Et pour le titre, qui m'est venu d'ailleurs de façon très banale, prosaïque, c'était en faisant la vaisselle. Pour essayer de mettre un peu de philosophie, d'essayer de lui donner quand même une ascendance plus noble et prestigieuse, j'en fais appel à
théories sur la psychanalyse de l'eau, etc. C'est pas toujours très évident. Mais sur sainte, oui, il y a d'abord ce que vous soulignez, c'est d'abord l'amalgame entre ceinture et sainteté. Il y a également peut-être le fait que dans l'expression se cendre les rangs, aujourd'hui c'est compris comme étant le fait de se préparer à une lutte, à une expérience, à une bagarre, etc. Mais se cendre les rangs à l'origine, étymologiquement non, mais à l'origine, se cendre les rangs c'est d'abord un terme biblique, c'est un terme lié à la religion, et ça veut dire simplement le fait de renoncer de faire vœu de chasteté. Se cendre les rangs, c'est ça. Pour une femme, se cendre les rangs, c'est rentrer dans les ordres, comme on dit. Et le rapport avec ce livre, c'est que voilà, les djihadistes, lorsqu'ils arrivent sur un espace, cet espace-là en l'occurrence de Caleb, ils lui saignent les rangs. Ils refusent que cet espace-là puisse procréer, qu'il puisse y avoir de l'amour, etc., etc. Donc, dans l'expression se cendre les rangs, il peut y avoir également cette lecture-là possible. Voilà. Oui, derrière. Merci, je reviens également sur le livre que j'ai lu avec... Le débat va complètement faire pouf, mais c'est pas grave. D'émotion et tout, parce que c'est un ami qui m'a conseillé. Je m'attendais à tout, sauf à ce que j'ai trouvé dans le livre. C'était vraiment juste. Et je vois la date de naissance de l'auteur, je dis, mais moi, à cet âge-là, je ne pouvais même pas écrire ça. Oh là là. Donc, grand bravo pour le livre. Et le personnage qui m'a le plus marqué, je ne connaissais pas l'auteur et tout. Et là, maintenant que je vois l'auteur, je l'écoute, je l'entends parler, je me rends compte qu'il est. Que je peux l'assimiler à un de ses personnages dans son livre, la maman d'Ismaïla. C'est un personnage qui, bien que son enfant a été victime de certaines choses, elle a vu comment son enfant s'est laissé dégrader par cette idée du djihadisme, de toutes ces choses, sa famille qui est en train d'être disloquée, détruite par tout ce qu'elle vit dans cette ville-là et tout, mais qui n'arrive pas à lire ce système-là de manière très violente comme les autres personnages du texte. Elle est un peu la personne qui déploie sa violence avec beaucoup de mesures, et c'est ce que je retrouve dans le discours de l'auteur ce soir. Donc je vais dire que c'est vous la maman de la C'est moi la maman, oui bien sûr. Je dois dire que c'est un personnage que j'ai pris beaucoup de plaisir à décrire, à peindre. C'est un personnage qui déstabilise Abdelkarim. Oui, vous commencez déjà. Oui. Mais justement, c'est bien que vous le fassiez parce que tout à l'heure j'ai parlé de fissures dans le roc, etc. Justement, ce personnage-là fait peut-être partie des choses qui essaient, voilà. Et puis de toutes les manières, et puis je pense qu'il faut le faire dans chaque livre, hein, ça se remarque. Enfin, on le cherche évidemment, on cherche l'hommage qui est fait aux femmes évidemment dans un livre. C'est toujours souligné, on essaie de voir l'hommage qui est fait aux femmes, etc. Je ne le dis pas simplement je ne plaisante pas simplement, mais c'est toujours très important, évidemment, surtout dans ce type d'espace-là, dans ces situations sensibles-là. Parce que les femmes, évidemment, sont des corps politiques, ce sont des corps qui recèlent beaucoup d'enjeux politiques, sexuels, etc., sociaux. Il y a beaucoup de significations. Et donc, oui, c'était une façon pour moi de... Et puis ce personnage-là, c'est quand même celui peut-être qui est le moins, comment dire, oui, comme vous l'avez souligné, qui est le moins préoccupé de la grande situation qui se passe, etc. Elle n'est préoccupée que des choses très concrètes qu'elle vit, de ses enfants, de son mari, etc. Et elle est mue, évidemment, par un profond élan d'amour. Et ça, c'est important, je crois. Oui, bien sûr. Alors, il y a un micro juste à côté. Merci. Alors, je n'ai pas lu votre livre, mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Lorsque je vous écoute parler, je voulais simplement savoir si vous vous sentez proche de certains philosophes. Parce qu'en vous écoutant, moi, ce qui s'est inscrit comme ça, très rapidement, c'est Platon d'un côté et Spinoza de l'autre. Spinoza, c'est une universalité, une lumière, en fait. Et Platon, c'est
Eh bien, oui, ce sont deux philosophes que j'ai lus, peut-être un peu moins Spinoza, Platon beaucoup, et je sais que, voilà, pour revenir un peu à Spinoza, c'est aussi celui qui disait que l'homme n'était pas un empire dans un empire. Voilà, donc voilà, c'est une espèce de voilà, d'influence, oui, que j'ai. De toutes les manières, je crois que de façon consciente ou inconsciente, tout ce que j'ai pu lire transparaît souvent dans ce que j'écris. C'est aussi une façon dont je pense, enfin, une manière de concevoir l'écriture. C'est une façon de rendre une dette une dette que l'on doit aux grands auteurs qu'on a lus, qu'ils soient romanciers, philosophes, etc. Je pense que c'est très important, surtout pour un premier roman, de rendre cette dette-là. Voilà, de dire, voilà ce que j'ai lu, et voilà la manière dont je retranscris tout ça dans le livre. Donc, bravo d'avoir su déceler un certain nombre de choses. D'autres interventions sur le livre? Parce qu'on va rester sur le livre. C'est le livre le plus important. On va rester sur le livre. Oui. J'aimerais poser une question encore. Pourquoi la destruction de la bibliothèque classée au truc de l'UNESCO? Pourquoi ce symbole-là dans le livre? Parce que c'est tout simplement le symbole du savoir qui se part en fumée. Tout simplement, c'est l'autodafé. On a eu des autodafés tristement célèbres à travers l'histoire. C'est l'autodafé, c'est la destruction de l'objet livre. Et à travers l'objet livre, c'est la destruction de toute une histoire de pensée, toute une histoire de l'intelligence, toute une histoire de l'ouverture, de la variété. Et voilà, c'est pourquoi il y a eu cette destruction de bibliothèques-là. Voilà, il y en a eu beaucoup, hein. Surtout sous les totalitarismes, etc. L'objet livre est également visé, très souvent. Il faut se demander pourquoi. C'est parce que l'objet livre renferme à lui-même non seulement le savoir présent, mais le savoir, tout ce qui a été. C'est l'incarnation même d'une liberté de penser qui a été. Voilà. Il semble plus important que les vies humaines, d'après certains passages du livre. Bon, oui, parce qu'il y a des parallèles qui sont assez importants avec notamment à Banyan, quand ils ont fait exposer ça. Ouais. Oui, là. Je voudrais parler du langage. Peut-être même pas dans le roman, mais chaque fois que je vous suis, vous parlez du langage. Donc, c'est comme si vous avez une confiance, vous faites confiance au langage, que vous pensez que le langage peut en quelque sorte sauver le monde. C'est trop lourd peut-être. Donc après, tout à l'heure vous aviez parlé de Barthes. Donc les travaux de Barthes sur le langage, quel est votre rapport avec Barthes? J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup lu en tout cas, j'ai un moment travaillé sur lui. Je n'ai pas une confiance absolue dans le langage, parce que le langage est également peut être un instrument terrible de propagande, de démagogie, etc. Le même Barthes, c'est lui-même qui disait que la langue est fasciste. Bon, je ne dis pas le langage, mais étant donné que toute langue est un langage, il disait que la langue était fasciste. Non parce qu'elle empêche de dire, mais plutôt parce qu'elle oblige à dire. Et elle oblige à dire d'une certaine manière. Parce qu'il y a un certain nombre de signes qui sont présents, etc., et qui font que pour dire une chose, on n'a pas un si grand nombre de possibilités que ça. Je n'ai pas une confiance absolue dans le langage. Je dirais plutôt que si je devais avoir une confiance, une foi un peu idéaliste et poétique comme ça, je dirais que moi j'ai confiance dans la littérature ou dans l'écriture. C'est quelque chose de plus fumeux, on ne peut pas l'expliquer, et de plus large, quoi. Voilà. On va essayer de ne pas, parce qu'il va commencer à faire tard. Merci beaucoup.